Bonjour, je suis Gilbert Daoued des éditions Avatar. Je suis avec Nicolas Bonal et aujourd'hui, c'est notre première émission après la pause estivale. L'émission d'aujourd'hui s'appelle La chrétienisation occidentale. Alors, Nicolas, pourquoi la chrétienisation occidentale? Alors, il n'y a qu'à voir dans quel état on est. Je viens de lire sur Zero Hedge qu'il y a un ministre ricule allemand de la Rhénanie-Palatinat de droite, puisque jusque-là, j'avais tendance à accuser plutôt les gens de gauche. Donc, lui, il déclare que tous les gens qui vont protester contre la famine énergétique qui se profile en Allemagne seront déclarés ennemis de l'État. Donc, on a là une manifestation de crétinisme de rhinocérite au sens de Ionesco. Philippot en avait parlé très justement. Les Occidentaux deviennent des crétins dangereux. On l'a vu au moment du virus, on l'a vu au moment du vaccin, on l'a vu au moment de la guerre contre la Russie et on l'a vu au moment des sanctions. Les sanctions, comme je l'ai écrit plusieurs fois dans mes textes qui sont publiés partout, sont définitives. Donc, il va falloir vivre sans rien. Les gens ne réalisent pas ou s'en foutent ou pensent à autre chose. Ça aussi, ça fait partie de la crétinisation, le crétin distrait. Je vais donner des exemples de crétinisation qui arrivent ces dernières heures, Gilbert. Dans Le Parisien libéré, enfin ex-libéré, il y a un crétin qui a foutu sa tête dans une poubelle et il s'est coincé dedans. Oui, j'ai vu ça, Donc, j'ai vu ça. voilà, il y a eu des millions de gens des réseaux sociaux qui en ont parlé. Moi, je l'ai mis ce matin sur le blog parce que ça rejoint complètement mes préoccupations. Il cherchait son portable. Je rappelle que smartphone, ça vient d'un mot allemand, Schmerz, qui signifie la douleur. Smart en anglais signifie aussi la douleur, avant de signifier malin. Et phone, Schmerz signifie la mort en russe. Phone signifie assassiner en grec, comme on dit le bulgare octone. C'est de l'assassinat, tout ça. Donc, le smartphone a fait régresser l'humanité d'une manière totale et on a vu en Chine et ailleurs que ça sert surtout à fliquer les gens d'une manière instantanée et ubiquitaire. Ça rejoint mes préoccupations sur l'Apocalypse avec Monseigneur Gaume qui a parlé du caractère ubiquitaire des démons. Donc, l'imbécilité de ce gars était totale. Et puis, en cherchant d'autres infos sur le sujet, je suis tombé sur Ozon. Ozon a mis une vidéo extraordinaire sur. Alors, on ne sait pas où on est. On ne sait pas si on est sur un gros yacht, un super yacht monstrueux, les monstres, comme dit ma femme, ou on ne sait pas si on est sur une espèce de piscine. Il y a des milliers de personnes, toutes grosses, toutes laides, qui dansent une espèce de samba complètement débile. Ça aussi, je l'ai mis sur le blog. Et on en est arrivé là. Et je rappelle qu'il y a quelques années, avec des lecteurs, et mon témoin de mariage, qui est chinois, Kevin In, on a publié une apocalypse touristique. À l'époque, d'ailleurs, je me faisais insulter, je me souviens, sur pas mal de sites parce qu'on me trouvait trop dur ou trop méchant avec les gens. Mais non, il ne faut pas. Et Ozon a dit tout simplement, c'est une variante de l'enfer. Alors là, on en revient aussi à Léon Bloy, qui en parle il y a plus de 100 ans, et il dit le bourgeois industrialisera le paradis et il y installera des urinoirs. On a fait ça partout dans toutes les îles tropicales et les îles de rêve, etc., ou dans les beaux endroits des montagnes en Europe avec les tire-fesses et le reste. Mais on a aussi industrialisé l'enfer. Donc, on continue sur ces exemples de crétinisation occidentale. On a évidemment Bruno Le Maire qui a fasciné pas mal de gens puisqu'il ne sait pas combien fait un hectare en art et il ne sait pas combien ça fait un hectare en mètre carré, il ne connaît pas la règle de 3 et il avait dit qu'il mettrait la Russie à genoux, la Russie qui exporte pour 70 milliards d'euros, je crois, chaque trimestre, alors que la France plonge au niveau de 13 ou 14 milliards d'euros de déficit commercial chaque mois. C'est-à-dire que la France industrielle, c'est un trou noir. C'est un trou noir. Économiquement, c'est un trou noir. Et toute cette Europe devient un trou noir, Allemagne y compris, qui était le seul pays qui bossait encore un peu, qui produisait quelque chose industriellement. Mais avec le gouvernement écologiste tenu par les Américains de Baerbock, le gouvernement socialiste, etc., d'ailleurs qui ressemble assez à la France insoumise. Hein, Baerbock, qui est le ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs. oui, oui, Baerbock, ministre des Affaires étrangères. Donc Scholz, était, qui est de notre génération, dans les années 80, tu peux voir sa fiche Wikipédia, il avait des longs cheveux et il était responsable de jeunesse socialiste. Donc ce n'est pas non plus une espèce de young leader qui est sorti de Davos les dernières années. Hein. C'est ça qui n'est pas rassurant. Et je vais venir à ça parce que moi, je ramène tout à l'histoire, à ce qui se passe depuis longtemps et je crois que j'ai raison. Et donc, on a cette stupidité totale qui consiste à dire maintenant, bon, il va falloir faire plier les Russes, donc on vivra sans énergie en Europe.
Alors évidemment, ça rejoint le recette. Si on veut être paranoïaque et on veut faire la théorie du complot, on va dire, c'est ce que je fais d'ailleurs hein, sur le blog, on va dire évidemment, parce que c'est beaucoup plus rentable, C'est que de cohérent. dire on est dirigé par des imbéciles. Moi, je pense quand même on est aussi dirigé par des monstres et un monstre peut être un imbécile. Il n'y a aucun problème. On a ça dans plein de contes de fées. Hein. L'ogre est souvent un abruti. Il mange quand même les enfants. Alors justement, je pensais à ça. C'est marrant. Je me suis mis, il faudrait parler du syndrome du petit poussé. Donc, les vivres vinrent à manquer. C'est la cigale et la fourmi de notre ami La Fontaine. Donc, il y a des parents qui se mettent à manger leurs enfants. C'est des ogres. Je mange mes enfants pour leur garder un père, disait ma tante communiste, qui avait compris à quelle sauce un jour le capitalisme finirait par nous manger. Et il y en a un autre qui fait, je vais les perdre dans la forêt. C'est les parents du petit poussé. Et ces salauds de parents du petit poussé, il faut quand même bien le dire, les perdent deux fois. La première, le petit, comme on sait, a le temps de ramasser les cailloux. La deuxième, il n'a pas le temps. Et les oiseaux qui ont faim, comme les gosses, viennent manger le morceau de pain. Et ils finissent presque dans l'assiette de l'ogre. Ils finissent dans l'assiette de l'ogre gentiment en donnant les filles de l'ogre à manger à l'ogre. Hein. Ce n'est pas non plus une histoire très, très humaniste et très encourageante de petits poussés. Je rappelle que sous Louis XIV, il y a eu 2 millions de morts hein, à cause des intempéries, à cause du refroidissement climatique de l'époque qui a été très fort et à cause des mauvaises récoltes. Ça a été étudié par le roi Ladurie et par des dizaines d'autres. On a la première crise fromentaire 1692-1694 et la deuxième au début du XVIIIe siècle avec là aussi des pertes en population absolument dramatiques. Ce qu'on perd aujourd'hui en population à cause d'une crise ou d'un fleuve qui, comme le Rhin, est à sec, ou d'un fleuve qui inonde tout, d'une grosse pluie, on en fait un drame parce que c'est la télé et la radio qui nous abrutissent, mais ça tue 1 millième de ce que ça tuait avant. De la même manière qu'on oublie de dire que si réchauffement climatique il y a, on peut s'adapter évidemment, mais qu'il y a beaucoup plus de gens qui vivent sous les tropiques ou au niveau de l'équateur, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud où j'ai vécu ou en Asie, où il y a des milliards de gens qui vivent dans des zones très chaudes, alors qu'au pôle Nord, personne ne vit, que je sache. Personne ne vit en Sibérie, personne ne vit dans le nord du Canada, et il y a 1,5 million d'habitants en Alaska pour 1,5 million de kilomètres carrés. Donc on se moque du monde quand on dit que le réchauffement climatique est un drame. Mais ce n'est pas grave, ça fait aussi partie de la crétinisation. Alors évidemment, après, j'ai envie d'entrer dans l'explication historique, qui est ma marque de reconnaissance, c'est comme ça que je me suis fait connaître. On a une imbécilité que j'ai déjà évoquée dans les forums et les agoras. C'est marrant parce que c'est le même mot qui marque aussi une marche vers l'abrutissement de la Grèce antique et de la Rome antique. Donc, on a Théophraste qui parle de l'adolescence, c'est le type qui parle trop et qui dit des conneries sur tous les sujets. C'est assez drôle. Hein. Donc, Théophraste, c'est celui qui a fait les caractères qui ont été traduits par La Bruyère, avant que La Bruyère, évidemment, écrive les siens. On a Sénèque qui en parle très bien dans les lettres à Lucilius. On a évidemment Juvénal avec les satires. Et on a le théâtre, notamment la comédie. La comédie marque un éternel présent sur la bêtise des gens, notamment en démocratie et en république, que ce soit Plaute pour les Romains ou que ce soit notre ami Aristophane pour la Grèce. Et on voit le déclin intellectuel grec au IVe siècle avec ce que raconte très bien Platon dans le livre 8 de la République. Le cheval qui commande au maître, l'esclave qui commande au maître, l'enfant qui commande à l'adulte, l'enfant qui commande au père, évidemment la femme qui commande à tout le monde. On est déjà dans le monde woke débile des Occidentaux d'aujourd'hui. Ce monde woke et débile, il est revenu après une parenthèse qui a duré quand même plus de 1000 ans. Il est revenu vers le XVIe siècle. Et alors là, j'ai fait une découverte. C'est en relisant Marshall McLuhan, je me rends compte qu'en fait, il y a une très grande part de critique de McLuhan contre l'homme typographique et contre l'imprimerie. L'imprimerie a abêti les gens sur le plan intellectuel. L'imprimerie nous a fait réduire le champ spirituel. L'imprimerie a également créé le fanatisme idéologique sous la forme de la religion, qui a quand même tué un tiers des Allemands, hein, déjà, avec les guerres de 30 ans et le reste. On a aussi ce qu'appelle McLuhan un syndrome Don Quichotte, c'est-à-dire que le gars lit et croit ce qu'il lit, et vit ce qu'il lit, et devient aussi fou, un peu comme Madame Bovary, un syndrome Bovary. Donc en fait, il y a eu des avantages, évidemment, d'un point de vue matériel à cette typographie, à cette invention de l'imprimerie, qui est la marque occidentale, qui a permis à l'Occident de s'emparer de la planète et de piller ses richesses naturelles à peu près partout et de contrôler tout ça. Mais malheureusement, il y a aussi une réduction intellectuelle
Et notamment, d'ailleurs, il dit que ça a fait disparaître le latin. Et en effet, on est arrivé dans le nationalisme aussi. D'abord en Angleterre, qui a été le pays le plus nationaliste, le plus chauvin, le plus agressif de l'histoire du monde. Je rappelle qu'il y a à peu près 200 pays sur 220 qui ont été occupés par les troupes anglaises et qui continuent de l'être, et que l'Angleterre mène la croisade contre la Russie. Elle est infatigable, l'Angleterre. C'est d'autant plus amusant qu'ils sont en train de crever de faim et que Gordon Brown, qui est l'ancien Premier ministre anglais, qui était ministre de l'économie de notre ami Tony Blair, notre grand ami Tony Blair, a parlé donc de Dickens, d'un retour à Dickens pour l'Angleterre, avec des enfants qui marchent pieds nus dans les rues, les poubelles, et on a des factures d'électricité de 6 000 € par an. Donc, il dit, Gordon Brown, en janvier, on aura 54% des Anglais qui pourront peut-être plus payer leurs factures et qui seront en situation de détresse énergétique. J'ai publié un article là-dessus dans le Courrier des Stratèges, qui est un site qui m'a contacté pour que j'écrive pour eux. Je l'ai fait avec plaisir. J'aime bien ce site de Éric Verreg et de Édouard Husson, qui est historien, comme moi de formation, et ça permet de voir bien les choses. Donc, on a une longue tradition de bêtise. Après, on a la bêtise de la Révolution française. J'en ai parlé des dizaines de fois, sa cruauté, son imbécilité, son caractère excessif et son côté aussi extrêmement binaire. Tu es pour ou tu es contre. Si tu es contre, on va t'exterminer. C'est le génocide de Vendée. Après, il faut mater les tyrans de la terre. Ça aussi, c'est très Révolution française. Alors, il faut mater la Libye, il faut mater l'Irak, il faut mater l'Iran. Puis maintenant, il faut mater la Russie et la Chine. C'est plus dur, mais ce n'est pas grave, on continue quand même. C'est ça qui est bien. On en revient à la phrase de Audiard, les cons, ça ose tout. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Et comme on sait, cette phrase, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes textes, vient de saint Thomas d'Aquin et de la Somme théologique, dans la troisième grande partie. Donc, il parle en fait des jeunes et des ivrognes. Et il dit, eux résistent moins à la tentation de tenter quelque chose. C'est ça, hein, le con, ça ose tout. En latin, je crois, c'est audere. Audire, c'est entendre, audere, c'est oser. Donc, le gars ose tout, et on voit qu'aujourd'hui, il continue d'oser tout. On va faire n'importe quoi, n'importe où, pour continuer de nous battre pour nos grandes et belles valeurs. Alors, on a les valeurs chrétiennes qui sont devenues folles de Chesterton, mais les valeurs chrétiennes au début du millénaire premier ont quand même fantastiquement détruit l'Empire romain et ont contribué à la destruction de la population. C'est ce qu'a dit Escobar dans un texte très intéressant il y a quelques mois. C'était le christianisme woke de l'époque. Le christianisme est redevenu woke après avoir eu un passage conservateur au XIXe siècle dont j'ai parlé. Le christianisme est redevenu woke officiellement avec Bergoglio, mais en fait depuis très longtemps, sans doute pendant tout le XXe siècle, et notamment, évidemment, avec Vatican II. Et puis on a notre Occident qui est toujours aussi imbécile, avec ses marottes idéologiques et sa volonté de refaire le monde, le fameux tikkun en hébreu, la réparation, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis on se retrouve à l'enfer étant commencé pavé de bonnes intentions, à déclencher des cataclysmes à peu près partout. Et là, on en est arrivé à aussi une fantastique ère de désinformation qui est liée à une fantastique explosion informationnelle. Alors, on pouvait espérer, c'est ce que je disais dans mon livre sur Internet il y a plus de 20 ans, que tu as republié, Internet Nouvelle Voie Initiatique, qui a été traduit en portugais et qui a servi à des thèses de doctorat dans le monde ibéro-américain. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle du monde ibéro-américain, Tatiana a eu son livre sur Philippe Cadic et le Grand Recette, traduit et publié en Espagne. On est très content. On attend que toi, tu fasses la même chose en Italie et en France aussi. Alors, Philippe Cadic aussi, on voit chez les grands écrivains une approche assez intelligente de la bêtise. On a ça chez Flaubert, j'en ai parlé plusieurs fois. Chez Flaubert, je crois que j'en ai parlé la première émission, dans sa correspondance, il parle d'une tempête estivale en Normandie. Et alors, ça déclenche une catastrophe totale et l'État doit intervenir de toutes les manières possibles et la presse n'arrête pas d'en rajouter et le préfet applique. Et le moment où l'humanité commence en effet à se préoccuper trop du climat, c'est un signe de bêtise. Ce signe de bêtise est devenu fou, il est devenu complètement obsessionnel. Comme l'a montré Asselineau, il y a 40 ans, quand nous étions jeunes, toi et moi, ou 50, on montrait les températures chaudes, 35, 36, 34, comme ça. On disait, il va faire chaud là, il va faire chaud là. Aujourd'hui, c'est le drame, c'est l'apocalypse. Il faut arrêter de consommer, il faut mourir de faim, de soif, ne plus utiliser l'air conditionné comme en Espagne avec Sanchez. Et on montre surtout des cartes rouges ou apocalyptiquement pourpres pour terroriser les masses.
Et le plus dingue, c'est que ça marche. On aurait pu penser qu'au bout de 40 ans, 50 ans, 60 ans, le public pourrait être éduqué, le public pourrait mûrir. Moi, pas du tout. Autour de moi, on peut parler de la famille, de pas mal d'amis, de pas mal de gens, etc. C'est au contraire une réduction du champ d'appréhension du monde. Et depuis qu'il y a eu la mise en place des chaînes info et leur caractère sataniquement répétitif, on arrive à un degré d'abrutissement ontologique des Occidentaux à qui on va pouvoir faire avaler la prochaine épidémie de variole du singe. On a ensuite l'effarante crise énergétique qui se profile avec l'interdiction définitive, je répète, ils ne reculeront pas, hein. Ils ne reculeront pas, c'est pas les connaître. Les cons, ça ose tout, il faut bien le dire. Donc, le refus de l'énergie russe, qui était la dernière qui restait, hein, parce que finalement, il y a de moins en moins de sources d'énergie. On a déjà fait j'ai même publié un petit livre là-dessus sur grand recette ou grand effondrement. Bref, on est face à une conspiration des imbécilités qui devient folle, et qui est d'ailleurs liée à aussi un déclin technique et technologique qui est visible depuis les années 50. On n'est pas allé sur la Lune, j'ai fait 2 articles dessus dans Réseau International, je crois qu'il y a eu 560 commentaires, c'est mon record sur ce site. On n'est pas allé sur la Lune, on ne sait pas faire vraiment de voitures électriques qui marchent plus de 50 km. On est extrêmement limité sur ce point et on va continuer, machin. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? Le contrôle informatique et informationnel des populations pour établir une dictature de type totalitaire, comme ils veulent le faire en Allemagne en ce moment, avec le gouvernement de gauche américaine, comme on disait à l'époque, contrôlé par les USA, donc et par Biden, le gouvernement de Scholz, Baerbock, et de tous ces toqués. Là-dessus, on est réellement embêté parce qu'en effet, pareil, il est difficile. J'ai une lectrice qui me demande que faire. Et en effet, il y a un problème. Que faire? C'est par exemple argumenter avec les gens, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Tout va bien, ou ils s'en foutent, ou ils se regardent les doigts de pied, ou ils pensent à autre chose, ou alors ils vont te traiter de complotiste au bout de 3 phrases. Ça, et je dirais, ceux qui te traitent de complotiste, c'est les plus intéressés par l'actualité. Et les plus intéressés par l'actualité, c'est les plus captivés par le discours officiel, ce sont les plus dangereux. C'est le sot savant qui est plus sot qu'un sot ignorant de Molière. Molière aussi, par rapport à l'histoire, j'en ai parlé plusieurs fois, de McLuhan et de l'homme typographique, annonce une ère de la bêtise. Le Tartuffe, le Orgon, le Bigot, la femme savante, la précieuse ridicule, le médecin qui sait le grec mais ne sait pas te soigner, exactement comme aujourd'hui, hein, on en est arrivé là. Le gars fait 8 ans d'études, il n'est pas capable de te guérir un rhume, il est capable que de te vacciner 8 fois avec les labos parce que ça lui rapporte de l'argent. C'est exactement comme ce que dit Molière au début dans Le Malade imaginaire. Il dit, à ce prix-là, on ne voudra plus être malade. Et en effet, moi, je préfère ne pas être malade, je préfère ne pas aller voir des médecins et des hôpitaux, c'est tout, hein. On fait de l'automédicamentation. D'ailleurs, j'ai publié un texte là-dessus de Junger, qui est tiré du traité du rebelle Recours aux forêts, où il parle d'un caractère homérique du corps, de la capacité presque divine du corps à se guérir lui-même, et qu'il faut chérir un peu cette vision du corps. Ça me paraît des belles pensées, hein, on est bien d'accord. Un peu trop belle peut-être, mais quand même, c'est assez intéressant par rapport à ce qui s'est passé. On a aussi dans cette vision de la stupidité occidentale l'inefficacité économique. On a parlé d'inefficacité des sanctions, on a l'inefficacité économique et on a les dettes. On a 30 000 milliards de dettes aux États-Unis, ça a créé une inflation folle. On en avait parlé une fois avec mon ami Préparata. On a une dette colossale avec l'Europe, ça crée une inflation folle et tout ce qu'ils savent faire, c'est imprimer des billets pour permettre à des types comme Macron ou par Scholz de continuer leur connerie avec des déficits budgétaires totalement faramineux. C'est-à-dire qu'on est réellement à l'ère de l'imbécilité crasse. L'ère de l'imbécilité crasse, elle a été créée par la bonne conscience, par les idées chrétiennes devenues folles. Elle a été créée par le rôle accru et totalitaire de l'État. J'en ai parlé 10 fois, c'est pour ça que je viens de publier un petit livre sur les écrits libertariens, puisque c'est là-dessus que Husson m'a demandé d'écrire pour le Courrier des stratèges. Enfin, on a cette capacité complètement hallucinatoire maintenant qui est liée au développement de l'informatique et des médias de transformer la réalité et les gens ne comprennent plus ce qui se passe ou ne comprennent plus ce qu'ils vivent. Dans les années 70-80, il y avait encore des possibilités réactionnelles, années 60 aussi, à l'époque de Gaulle. Et puis maintenant, finalement, non, le type est complètement soumis par la technologie. Il y a une addiction et la création de ce que j'ai appelé le camp de concentration électronique. Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire. Évidemment, ça n'est pas très marrant, mais ça n'empêche pas de survivre soi-même et de lire ou de faire comme des classiques. J'ai parlé à une lectrice hier de la Bible de Vincenot. J'ai parlé du film admirable Farbik de Rouquier
Et j'ai parlé de Junger sur la capacité du corps de se soigner lui-même par rapport à ses maladies. C'est-à-dire qu'il va falloir de plus en plus vivre en autarcie intellectuelle, spirituelle, physique, matérielle pour essayer d'être en marge d'un monde de fous. Il faut espérer simplement, on en revient toujours à ce qu'on dit depuis des mois, est-ce qu'il y aura déglingue ou est-ce qu'il y aura totalitarisme ou est-ce qu'il y aura les deux, que la déglingue l'emporte sur le totalitarisme et que ce système de tarés finisse par s'effondrer. Tout ce que je viens de dire était évidemment déjà entrevu par Tocqueville, était déjà entrevu par Nietzsche, par l'Australien Pearson, que je recommande beaucoup, National Caractère, à la fin du 19e siècle. Et puis ensuite, au 20e siècle, on a parlé de Bernanos, on a parlé de Céline, évidemment. Je vais rappeler le livre qu'on a publié ensemble. On a parlé de Bernanos et on a parlé de Stefan Zweig, le merveilleux petit livre que je n'ai pas là, malheureusement, sur l'uniformisation du monde. Et en effet, la répétition incantatoire de l'actualité a fini par créer une humanité complètement abrutie. Et ensuite, on voit que tous les gens, malheureusement, sont conditionnés par l'actualité beaucoup plus que par la réalité. Donc là, on est rentré, si j'ose dire, dans le cœur du cyclone. Voilà. Bon, donc, c'est la parole de la fin. Bon, je te remercie, Nicolas. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent nous aider, il suffit qu'ils s'abonnent, si ce n'est pas déjà fait, à notre chaîne YouTube. Et je leur donne rendez-vous à la prochaine émission. S'ils veulent nous aider, ils peuvent aussi acheter des livres ou faire des dons. Et bien entendu, ils peuvent aussi acheter des livres et faire des dons. Bien, évidemment. Parfait. Allez. Il faut que je montre cet autre livre de Tatiana sur le nationalisme ukrainien à travers les âges. Parce que là aussi, il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi les Ukrainiens se battent. Les Ukrainiens n'ont jamais été pro-russes depuis des centaines d'années. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et la littérature ukrainienne le montre. Tatiana a publié ça sur Amazon. Donc, la poésie patriotique ukrainienne à travers les âges. Édition bilingue pour les amateurs. Voilà. Parfait. Allez, à la prochaine.